Bonsoir à tous, bienvenue dans Accès Direct. Nous sommes ensemble pendant une demi-heure. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, dont Facebook. Aujourd'hui, je recevrai Michel Quenard, le président du syndicat régional des vins de Savoie. Ensemble, nous parlerons de l'état des vignes après les épisodes de gel qui ont eu lieu au mois d'avril dernier. Enfin, je recevrai sur ce plateau un artiste, Nicolas Péché. Il viendra nous exposer ses œuvres, vous les verrez. Et enfin, nous parlerons d'Air Pur, une start-up qui a créé des masques anti-pollution pour les utilisateurs de deux roues. Mais avant, Fanette, bonsoir. Bonsoir Michel Quenard, merci d'être avec nous. Avec Fanette, nous allons voir les titres du JT. Et on commence avec une initiative qui est bonne pour la planète. Voilà, alors c'est un concept car on ne va pas rentrer dans le détail parce que je n'ai pas encore compris tout comment ça fonctionnait. On le voit là à l'image. Les tests ont été réalisés sur les pistes de l'aéroport des Pagny-Métessy il y a quelques jours. C'est un concept car très original, 100% écolo et il est né de l'imagination des ingénieurs de NTN SNR qui est spécialisé dans les roulements à billes et d'un constructeur automobile Lazarette. La commercialisation n'est pas encore à jour, mais il est à découvrir tout à l'heure dans le JT. Et puis ensuite, direction Martigny pour une exposition de Cézanne. Voilà, Paul Cézanne qui est exposé jusqu'au 19 novembre à la Fondation Giannana de Martigny. Elle nous propose un voyage dans l'univers de Paul Cézanne. C'est un véritable parcours sur son histoire. C'est le maître de la forme et de la couleur. Et Jean-Paul Crespi nous la conseille et nous l'a fait découvrir tout à l'heure dans le JT. Et puis Fanette, l'actualité n'est pas qu'ici, elle est aussi ailleurs. Et on se rend... Où ça? Dans un nouvel Eldorado, les Émirats. Oui, aux Émirats. C'est un dossier à lire dans Éco Savoie Mont-Blanc cette semaine. Ça va sûrement intéresser ton invité, Olivia, puisque c'est le nouvel Eldorado des Savoyards. L'exposition universelle aura lieu là-bas en 2020 et les entrepreneurs savoyards comptent bien tirer leur épingle du jeu. Ils renforcent leur présence à Dubaï. Toujours, la 3e édition de la Semaine de la Savoie aura lieu du 17 au 22 octobre prochain. Un exemple assez étonnant, celui de Raffin, puisqu'il fallait le faire dans un pays de confession musulmane. Les salaisons Raffin ont séduit les Émirats depuis 2 ans. Ils exportent leurs produits là-bas depuis la première semaine de la Savoie où ils avaient pu rencontrer un importateur. Donc ça va peut-être donner des idées. Il y a sûrement du vin de Savoie d'ailleurs qui est représenté. Je pense, oui, déjà qu'il y a déjà du vin de Savoie de présent. Mais c'est vrai que c'est une orientation, nous les sports, et donc c'est quelque chose qui nous intéresse. Et d'ailleurs, la Savoie est très représentée là-bas, effectivement. C'est vraiment une marque aux Émirats, d'après ce que disait Monsieur Raffin. Et puis ensuite, Fanette, on passe avec une belle initiative solidaire en rapport avec la montagne. Voilà, c'est à lire sur le site internet de Montagne Mag. Ce samedi se tiendra à Grenoble la 2e édition de la rencontre Montagne Partagée Solidaire, l'occasion de réaffirmer le droit à la montagne pour les plus démunis. Plusieurs associations seront présentes pour échanger sur leurs expériences de solidarité en montagne. C'est une belle initiative. Et puis toi, Olivia, une page se tourne, une histoire même à Marigny. Effectivement, c'est un pilier de la vallée de l'Arve qui signait sa fermeture définitive après 70 ans que la marque Mitchell fabrique des moulinets de pêche. Elle est connue pour ça. C'est une référence dans le domaine. C'est son propriétaire, Noel Brands, qui en a décidé ainsi. À savoir que ce fabricant fabrique des préservatifs, des stylos, des gants en caoutchouc et aussi des poussettes. Et donc avant des moulinets, visiblement ce n'est plus assez intéressant pour lui. Et ce sont 31 employés qui sont concernés par ce licenciement économique, à savoir que l'entreprise fermera définitivement le 31 décembre 2017. Et on termine cette revue de presse à Genève avec une meilleure nouvelle. Une meilleure nouvelle, effectivement. Vous le savez, donc les deux géantes étaient à Genève ce week-end face à des milliers de spectateurs. Et pendant ce temps, le canton a été élu meilleure destination City Break européenne de l'année. Donc c'est quand même la 3e fois en 4 ans qu'elle est élue, donc c'est quand même pas mal. Le prix vient de l'association World Travel Awards, qui est une référence mondiale dans le secteur du tourisme. Et donc en fait, plus d'1 million de personnes a voté pour Genève. Alors même si Genève est réputée pour être chère et austère, il y a quand même quelques petites choses intéressantes, à savoir que la ville est quand même très bien desservie avec l'aéroport par EasyJet, donc des voyages moins chers, et aussi à savoir que dès qu'on est hébergé dans un hôtel genevois, les transports en commun sont gratuits et en général ils donnent une carte qui donne accès à une 40aine de musées, donc c'est plutôt intéressant. Il faut aller dormir à l'hôtel en fait. Effectivement, c'est ça. Merci beaucoup Fanette, je te laisse finir de préparer le JT et puis tu reviens un peu avant 18h30. Pas de souci, à tout à l'heure.
Michel Quenard, merci d'être avec nous. Vous êtes le président du syndicat régional des vins de Savoie. Vous êtes aussi vigneron à Torméry, où vous produisez du vin de Savoie Chignin et du Chignin Bergeron. Expliquez-nous les vendanges, comment elles se sont déroulées. Elles viennent de se terminer, c'est ça? Les vendanges, en effet, viennent de se terminer la semaine dernière, avec 15 jours d'avance sur une année normale. Elles se sont déroulées parfaitement, et une grande satisfaction pour les vignerons, c'est, disons, sur l'aspect qualitatif de la récolte. Excusez-moi, on a un petit souci, votre micro n'est pas allumé, on me le dit dans l'oreillette, donc je vais vous l'allumer tout de suite. Je ne sais pas où est-ce qu'on vous l'a installé. Alors attendez, Oui. Les aléas du direct. Voilà. Voilà. Voilà, là ça devrait être bon. Je vous laisse se réinstaller. Bah C'est oui. bon? Bah oui. Oui, donc je vous disais que Oui, les on va vendanges, recommencer, elles du ont coup. démarré donc en début septembre. C'est vrai qu'avec 15 jours d'avance par rapport à une année normale. Et sur le plan qualitatif, ça a une satisfaction pour les vignerons parce qu'on a un millésime de grande concentration, à l'identique d'un millésime 2010. Par contre, sur le plan de la quantité, là, bien sûr, c'est une petite récolte. Donc, caractéristique du millésime, grande qualité, mais petit volume. Alors expliquez-nous, c'était au mois d'avril dernier, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Le vignoble des Savoies donc, a connu en effet un gel historique en 2 épisodes sur le mois d'avril et donc a perdu globalement 20% de sa production. Alors avec des secteurs beaucoup plus impactés que d'autres, ça a été un gel un petit peu jaloux. Les plus grands secteurs qui ont été endommagés sont les secteurs de la Combe de Savoie, donc au sud de Chambéry, donc aussi bien les vignobles adossés donc, au parc sur le massif des Bauges, celui de la Chartreuse qui couvre le secteur d'Abîme à Promont, et puis aussi sur la Haute-Savoie, qui a aussi un vignoble remarquable, sur les rives du lac Léman, un petit peu sur Frangy, le secteur d'Aïs. Donc voilà, aujourd'hui, c'est un gel qu'il faut remonter une quarantaine d'années pour remonter de tels dégâts dus au gel de printemps. Ça peut être dramatique pour certains vignerons? Alors pour certains, oui, certains vignerons vont quand même connaître des situations économiques tendues, et en particulier les jeunes viticulteurs qui sont en phase d'installation, et en particulier ceux qui sont sur ces secteurs touchés. Et puis bon, je pense aussi à une cave coopérative, la cave coopérative de Cruet, qui est un important opérateur et qui est aussi très lourdement pénalisé. Concrètement, ça peut représenter quoi en termes de production, une telle perte? Il faut attendre, disons, les déclarations de récolte pour connaître, pour stabiliser donc, nos estimations. Mais donc, c'est 20% de perte par rapport à 125 000 hectolitres de production annuelle que représentent les vignobles de Savoie. Et donc, c'est certainement une perte de certains marchés, alors qu'on est sur une dynamique commerciale aujourd'hui forte, due à une augmentation donc, de notre qualité, un niveau de qualité qui est aujourd'hui très, très bon, et où les vignerons mettent beaucoup d'énergie dans le travail de la vigne, justement, pour garantir cette qualité. Et aujourd'hui, c'est dommage d'être en manque de production pour satisfaire tous les marchés. Comment est-ce qu'on peut faire face à ce genre d'incident? Est-ce que c'est possible? Alors, bien sûr, c'est possible pour des vignobles qui sont habitués à ce type de fléaux, des systèmes de chaufferette, de bougies à l'intérieur des vignes, donc avec des systèmes donc, de prévention. Mais bon, nous, la Savoie, on n'est pas habitués à avoir ce type de dégâts. Par contre, c'est vrai qu'on constate aujourd'hui un changement climatique, ou plutôt un dérèglement climatique. On passe quand même souvent d'un extrême à l'autre au niveau des températures, et ça, c'est une grande inquiétude au niveau de la filière, des choses que l'on ne connaissait pas avant, et même aussi les périodes estivales, avec les périodes de grêle qui sont aujourd'hui à craindre. De façon collective, vous essayez de préparer certaines choses pour l'avenir? On le songe, mais bon, en espérant ne pas revoir ce genre de situation. On va passer à quelque chose d'un peu plus positif. Oui. Vous avez certains enjeux dans cette filière du vin. Le no-tourisme, par exemple, expliquez-moi comment est-ce que ça fonctionne? Alors, le no-tourisme, en effet, c'est un des enjeux donc, de la filière. C'est en fait améliorer, disons,
notre commerce de proximité, fédérer un petit peu tous les acteurs du tourisme en Savoie, et en particulier ceux de la gastronomie et les restaurateurs, hein, pour encore être plus présents localement, et puis aussi faire découvrir un tout petit peu notre vignoble, nos paysages. Voilà, les vignerons ont façonné des paysages, et aujourd'hui, il faut qu'on les fasse connaître. Donc d'ailleurs, j'invite les amateurs de paysages, de vin à participer à notre prochain week-end, le week-end fascinant, qui est donc un voyage œnotouristique à travers notre vignoble du 20 au 22 octobre, hein, et qui permettra voilà, de faire découvrir toutes ces facettes de l'œnotourisme en Savoie, et en particulier sur le secteur cœur de Savoie. Alors, votre vin, vous le faites découvrir au sein de vos vignes, mais comment est-ce que vous le faites découvrir ailleurs aussi? Est-ce que c'est compliqué de s'implanter sur une région qui n'est pas forcément la sienne? Alors après, on a d'autres enjeux. Alors après, faire connaître notre production, aujourd'hui, on est sur aussi le développement de l'export. Aujourd'hui, on sent, disons, de l'intérêt, nous, pour les vins de Savoie, parce qu'ils ont monté en gamme au niveau de la qualité. Donc on a des importateurs donc, qui recherchent nos vins de Savoie. Donc aujourd'hui, on se positionne donc, à l'étranger. Donc il y a des voyages, de découverte de nos vins qui sont prévus donc, aussi bien sur les États-Unis, en Asie, là, prochainement au mois de décembre, sur le Japon, à Tokyo particulièrement. Donc il y aura une présentation des vins de Savoie à différents importateurs. Donc voilà, aujourd'hui, l'export représente que 5% donc, de notre production, et on ambitionne aujourd'hui de le porter carrément au double, hein, pour encore mieux faire connaître voilà, nos vins de Savoie donc, sur les marchés internationaux. Est-ce que vouloir s'exporter à l'étranger, c'est aussi s'adapter au goût des autres cultures finalement? Oui, ben, tout à fait, mais c'est surtout en fait les étrangers qui trouvent intérêt au goût du vin de Savoie, qui correspondent justement à la tendance actuelle des vins qui sont sur la fraîcheur, qui sont sur la légèreté, qui sont aussi sur la pureté, parce que c'est vrai que la Savoie, ben, ça a une image vraiment de pureté, avec un environnement préservé, et nous justement, on est dans cette démarche-là. Et on a aussi un enjeu au niveau de la production, justement, c'est de produire un vin de qualité, mais aussi dans un environnement protégé. Et là où on a de grosses actions en direction de la production, justement, pour démontrer donc à nos consommateurs qu'on a des pratiques donc, viticoles très respectueuses de l'environnement, et que nos pratiques culturelles ont évolué en faveur de la qualité. Alors, c'est-à-dire très respectueuse de l'environnement Par exemple, c'est l'enherbement dans les vignes, hein, donc pour éviter donc, un petit peu les intrants, hein, les herbicides. C'est le retour aussi du travail du sol, même dans des situations difficiles de coteaux. Je vois les jeunes n'ont pas peur de consacrer de l'énergie à reprendre des charrues et cultiver donc, cultiver donc les coteaux pour éviter de mettre de l'herbicide. Très bien. Écoutez, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va passer un reportage avec les pépinières Puteaux. C'était la 3e édition d'une journée pour apprendre, une journée riche en animation. Les visiteurs ont pu s'initier au biathlon, encore recevoir des conseils sur la consommation d'eau, la réduction de la consommation d'eau, ou encore la découverte de matériel innovant et éco-responsable. On écoute Yvan Périlla Boiteux. Il est fondeur, médaillé de bronze au JO de Sochi, rien que ça, en 2014 en relais 4 fois 10 km. Il nous parle de cette journée avec ce partenariat avec les pépinières Puteaux. Et juste après, je recevrai sur ce plateau Nicolas Péché, qui est artiste peintre. A tout de suite. On organise cette journée en collaboration avec les pépinières Puteaux, qui est notre partenaire. Et ce partenaire s'est fait grâce à certaines valeurs qui relient le ski de fond, notre équipe, aux pépinières Puteaux. Entre autres, les valeurs de l'esprit d'équipe, du goût de l'effort, et puis aussi du milieu dans lequel on évolue, qui est la montagne. Car les pépinières Puteaux sont spécialistes des arbustes et des arbres de montagne. Donc voilà, et on peut voir comme aujourd'hui que l'esprit d'équipe aussi, dans les pépinières, on voit que tous les employés de la pépinière sont là pour donner un coup de main pour faire de cette journée une réussite. Et nous, tous les membres de l'équipe sont là aussi pour
pour promouvoir l'équipe et puis pour partager ce moment avec les gens de la pépinière et puis tous les spectateurs venus voir cette journée. Et je suis avec Nicolas Péché, donc, qui est artiste peintre. Merci d'être sur ce plateau Merci avec à vous. nous. Alors, vous qualifiez votre peinture, on en a une juste à côté de vous, pleine d'humanité, de gaieté et d'unité. Alors, où est-ce que vous puisez toute cette énergie pour créer vos œuvres ? Alors déjà, mon environnement familial en premier, puisqu'un peintre, généralement, s'il doit faire du portrait, il va s'intéresser d'abord aux gens qu'il a auprès de lui. Et puis après, ça a été des recherches sur Internet par rapport notamment au travail sur les ethnies. C'est un travail que j'ai fait, j'ai été lire des choses sur les différentes ethnies, parce que j'estime que ma richesse personnelle, c'est aussi ces personnes qui existent de par le monde, et pour lesquels on ne doit pas détruire leur territoire, on ne doit pas les forcer à rentrer dans un mode de consommation et de vie qui n'est pas forcément le leur. Alors justement, là, c'est votre fille C'est ma fille, sur oui. cette œuvre. Oui. Au niveau des tribus et des différentes ethnies, vous n'avez jamais voyagé pour peindre tout ça ? Non, j'ai jamais voyagé. J'ai juste, au fond de moi, cette envie de faire ressortir le côté humain et chez tout un chacun, ainsi que la richesse intérieure. C'est-à-dire que moi, ma peinture est quand même axée sur le côté psychologique, ce qui se passe à l'intérieur des gens. Donc c'est de faire ressortir ça et c'est de sensibiliser le maximum de personnes à regarder le monde différemment, à regarder l'autre différemment, pas être en opposition, mais être plutôt sur de l'unité. Alors vous faites donc ces portraits, des paysages, des fresques, des natures mortes, des nus. Vous avez une palette de compétences en peinture qui est assez impressionnante. Quel est l'exercice Merci. que vous préférez Alors l'exercice que je préfère, c'est le portrait. C'est le portrait. Pour Oui, quelle raison ? parce que je vais à la rencontre de l'âme des gens et je fais sortir ce qui s'y passe. Et je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau, quoi, parce que autant il y a des choses qui sont palpables, là on est dans quelque chose d'impalpable, il faut vraiment aller au contact, donc aller vraiment voir ce qui se passe chez l'autre. Vous avez aussi une particularité dans vos œuvres, c'est que vous êtes attaché aux déchets, à la consommation. Alors ça depuis toujours. La première chose que j'ai faite, ça a été de travailler les matériaux quand j'étais enfant. J'ai commencé, je devais avoir 4 ans. J'ai commencé par démonter les boîtes d'œufs et compagnie et à structurer quelque chose avec. Quand j'utilise des matériaux récupérés, je fais toujours en sorte que le matériau initial ne soit plus visible. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit transformé, il faut qu'il prenne un nouveau sens et une nouvelle valeur. C'est aussi montrer à travers ça que la consommation est une chose. Après, on doit pouvoir regarder les matériaux différemment. Concrètement, ça se traduit par quoi Ça se traduit matériaux par... On a un exemple, par exemple, sur oui. cette œuvre ? Alors sur cette œuvre, on a un vieux vêtement qui était censé partir à la poubelle. Ici, on peut retrouver CD, cuillères, les parents qui ont fait des biberons pour leurs enfants. D'accord. Les petites choses qu'on voit, les cuillères qu'on voit à l'envers dorées, c'est des cuillères pour le lait. Les pinceaux, c'est mon propre déchet, donc moi aussi j'ai ma part de responsabilité, donc je peux aussi montrer à travers mes propres déchets retravaillés qu'il est possible de changer certaines choses. Et pourquoi un tel attachement à ce principe ? Parce que tout simplement, je dis, j'ai démarré avec ça et que ça a été le matériau qui m'a interpellé, et ensuite l'environnement, je dirais, au départ des choses qui partent à la poubelle, et après il y a eu les gens. Les gens font partie de l'environnement. Pour moi, il y a rien c'est indissociable. L'humain est indissociable de son environnement. Vous pensez, quand vous utilisez ces matériaux, vous pensez d'abord à l'œuvre ou aux matériaux que vous allez Non. mettre dans l'œuvre ? Comment Non, ça se passe ? alors des fois je pars du matériau, mais il y a des fois c'est tout simplement ce que j'appelle mes invités surprises. C'est-à-dire D'accord. que le matériau, c'est même plus quelque chose d'inerte, c'est comme un invité, comme nous qui discutons ce soir. Et voilà, il s'invite dans la toile et il raconte quelque chose de nouveau. Vous accompagnez aussi vos œuvres de textes poétiques, Oui. ce qui est rare finalement. Bah ouais, ça complète, je dirais, tout. C'est-à-dire que l'œuvre permet aux gens d'aller à la rencontre d'une image, de s'approprier cette image, parce que c'est ce que je fais au final, c'est que j'invite la personne à s'approprier l'image. Et après, par le texte, en fait, je fais passer ce que j'ai pu ressentir, ce que j'ai voulu travailler pendant que j'étais en train de peindre. Parce que c'est souvent des impressions qui passent quand je peins. Et du coup, derrière ça, j'essaie de le mettre en mots. Et ça clôt l'œuvre.
Et quelles sont les réactions des spectateurs, voire des acheteurs? Ah bah, les spectateurs, c'est simple, ils vont déjà à la rencontre de l'œuvre. Ils cherchent souvent le matériau parce qu'ils ne le reconnaissent pas. Les 3/4 du temps, ils ne reconnaissent pas le matériau. Et après, ils vont aller lire le texte et justement découvrir un peu plus ce que moi j'ai voulu faire passer et ce sur quoi j'essaie de sensibiliser les gens. En fait, c'est une espèce de chemin, Oui. vos œuvres, c'est Oui. ça? C'est un chemin et puis je dirais que bah, moi je prends ce chemin et j'invite les gens à partager ce chemin sur un temps et de se poser, de quitter le côté consommation. Voilà, donc ça invite à se poser. Est-ce que vous exposez? Oui. Vous Oui, exposez où Alors j'ai eu la chance de pouvoir exposer au Carrousel du Louvre, j'ai eu la chance d'aller au Grand Palais, d'aller à Monaco, à Saint-Pétersbourg, d'y envoyer mes toiles et cette toile-là notamment est nominée au Global Art Award de Dubaï, au Burj Khalifa. Donc, voilà. Alors, quel est cet événement qu'on explique Cet un peu aux événement, spectateurs? on peut dire qu'il y a le même type d'événement pour la musique, pour le cinéma, donc elle est nominée et puis on verra quel accueil elle va avoir. Voilà, je suis dans les finalistes, les gens peuvent aller voir sur Global Art Award et ils verront l'œuvre. Je suppose que vous êtes fier? Je suis très content et je suis très content surtout pour les valeurs que je défends, c'est-à-dire l'unité, le partage, pas d'opposition entre les gens mais plutôt les rassembler parce que pour moi, on est tous les enfants de Lucie et de Toumaï. Et quand on regarde comme ça, on voit le monde différemment. C'est-à-dire regarder l'autre comme on voudrait qu'il nous regarde. Vos œuvres, vous les exposez, vous en vendez certaines? J'en vends et très souvent, c'est plutôt des commandes. Et s'il y a quelque chose dont je peux être fier, c'est que les gens viennent pour peindre quelqu'un qu'ils aiment. Soit c'est un cadeau qui est offert comme ça, j'ai eu plusieurs phénomènes. Ça a été des gens aussi qui se sont rassemblés pour faire un cadeau à quelqu'un. Donc le fait de rassembler les gens autour d'un projet comme la peinture, je trouve que, voilà, personnellement, moi, c'est ce qui me plaît. Vous vivez de votre passion? Non, mais j'ai un métier que j'adore, je suis art thérapeute. J'interviens dans une structure qui accueille des personnes déficientes intellectuelles. Et ça, c'est une source d'enrichissement aussi. Et où est-ce que vous êtes arrivé à la peinture? Vous avez suivi une formation ou... Pas du tout, je suis autodidacte. Autodidacte complet? Je suis autodidacte. J'ai eu la chance de rencontrer une prof sur Annecy, Elisabeth Senzi, qui a fait que j'ai découvert la peinture à l'huile. Et quand j'ai découvert la peinture à l'huile, ça a été une révélation. Les matériaux allaient s'inviter et l'histoire allait s'écrire. Et vous avez des projets pour l'avenir avec vos peintures Ah bah, mes projets pour l'avenir, là je viens de finir une toile qui m'a pris 3 ans, qui fait 4 mètres sur 2, qui parle justement de toutes les ethnies. Et cette toile-là, je souhaite qu'une chose, c'est qu'elle soit mise en dépôt dans un lieu où il y a de l'espace, où il y a du passage, pourquoi pas l'ONU ou des organisations humanitaires. Voilà. Vous comptez la présenter cette Je l'ai présentée à mes portes ouvertes, mais je voudrais qu'elle soit présentée à tout un public et qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent le voir et se pencher et regarder différemment ces personnes. Ben écoutez, merci beaucoup Nicolas Despêché d'avoir vous. été sur ce plateau avec nous. Je vous laisse rejoindre la régie pendant que Fanette va nous rejoindre aussi pour les titres. Et en attendant, on va avoir Mathieu Lecuyer qui est fondateur de l'entreprise Air Pur par Skype normalement, si ça fonctionne. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Mathieu Lecuyer, merci d'être avec nous. Merci beaucoup de m'avoir invité. Alors vous êtes donc le fondateur d'Air Pur, le cofondateur. Vous fabriquez des masques anti-pollution destinés aux utilisateurs de 2 roues. Vous pouvez nous montrer un peu comment ça se présente? Alors d'où nous est venue l'idée, on va commencer par la petite histoire. Oui. On faisait des études à Chambéry avec mon associé et on a eu l'occasion de partir en échange universitaire à l'autre bout du monde, en Asie, là où on a été vraiment exposé à de forts taux de pollution. C'est suite à ces expositions qu'on est ensuite rentré en France. En France, on s'est retrouvé confronté à ces forts taux de pollution dans les zones urbaines. Et c'est à ce moment-là qu'on a eu l'idée de vouloir éventuellement retrouver cet air pur qu'on peut éventuellement retrouver en montagne, même au sein de ces grandes villes. Donc on a développé le premier masque anti-pollution qui permet de vraiment filtrer les microparticules. Parce qu'on s'est vite renseigné autour de nous. Quand on est arrivé dans cette grande ville, on a commencé à avoir le nez qui coule, la gorge qui gratte, des allergies alors qu'on n'avait jamais été allergique.
Et en allant voir des spécialistes, ils nous ont expliqué que ces particules fines mutaient et étaient bien plus agressives auprès de notre organisme. C'était dû à la pollution de l'air. C'est à la suite de ça, de ces problèmes de gorge qui gratte et vraiment au cœur de la circulation, qu'on a décidé de développer ce produit-là. Et c'est aussi, peut-être aussi parce que la pollution, c'est la 3e cause de mortalité en France, c'est bien ça, hein? C'est ça, on a été choqués par les chiffres, parce qu'il faut savoir que c'est plus de 50 000 personnes chaque année qui décèdent à cause de la pollution de l'air, et dans le monde, beaucoup plus. Donc il fallait que c'est vraiment un enjeu national de se protéger de ces polluants de l'air. C'est pour ça qu'on a développé vraiment quelque chose qui devait répondre à une efficacité en termes de protection contre la pollution. Ensuite, un confort, parce qu'on a développé l'ergonomie pour que ça puisse rentrer dans un casque de moto, ce qui était notre problématique à nous au début. Et ensuite, faire quelque chose d'à peu près joli, qui convienne vraiment à n'importe quel type d'utilisateur. Alors, vous étiez au Bourget-du-Lac, hein, vous étiez étudiant en école de commerce. C'est ça. Pourquoi est-ce que vous êtes parti à Paris? Parce que pourtant, le Bourget-du-Lac, c'est un incubateur. C'est sympa. Exactement. Moi, avec plaisir, je serais bien resté au Bourget-du-Lac. Mais étant spécialisé dans le marketing, j'ai intégré une start-up à Paris qui était spécialisée dans ce domaine-là, dans l'Internet. Et je n'ai pas eu l'occasion de trouver un travail dans ma spécialité au Bourget-du-Lac. C'est pour ça que l'idée nous est venue à Paris, au cœur de cette circulation qui est très polluée. C'est pour ça qu'on a voulu trouver une solution pour la combattre. Alors, ces masques, ils sont disponibles à partir d'octobre, hein, à partir de ce mois-ci, en fait. Exactement. À la fin du mois, nous, on a fait une campagne de financement participatif sur Internet en juin, qui a très bien fonctionné. Aujourd'hui, on a plus de 1000 contributeurs qui ont précommandé le produit et on livre nos premiers utilisateurs dès ce mois d'octobre, dès la fin de ce mois d'octobre. Aujourd'hui, on est aussi toujours en précommande. Les gens peuvent toujours le précommander sur Internet jusqu'à la fin de ce mois-ci. Écoutez, merci beaucoup d'avoir été avec nous, hein, Mathieu Lécuyer. Avec plaisir. Et puis à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Fanette, juste avant de terminer l'émission, on va rappeler les titres du JT. Alors, on commence avec un sujet qui est bon pour la planète. Oui, c'est un bolide 100% écolo. Il a été testé sur les pistes de l'aéroport de Métessy il y a quelques jours, hein, juste derrière chez nous finalement. Oui. Et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est le fruit d'une collaboration entre un géant mondial du roulement SNR, c'est le leader mondial, et un constructeur automobile qui a pas mal d'imagination, qui est installé à Anne-Sylvieux, Lazarette. Et donc, ce sont des moteurs roues. Alors, pour savoir précisément ce que c'est, il va falloir regarder le JT parce que je ne saurais pas te le dire. Très bien, suspense alors. Suspense. Et puis, direction Martigny pour une exposition de Cézanne. Voilà, ça c'est un reportage proposé par Jean-Paul Crespi qui nous va faire une petite visite de l'exposition consacrée à Paul Cézanne à la Fondation Gianada. C'est tout le temps des expositions très sympas et le cadre est aussi d'ailleurs très sympa. Et donc, c'est vraiment un voyage dans le parcours pictural du peintre. Avec tout ce travail sur les formes et les couleurs. Donc ça promet de belles images. De toute façon, c'est tout de suite. Hein. On se retrouve absolument tout de suite. Quant à nous, on se retrouve demain à partir de 18h pour un nouvel accès direct. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. Passez une excellente soirée. À demain.